Il y en a assez de se la jouer chacun pour soi, chacun de son côté. La mutuelle des ménages prévoyants, ce sont des êtres humains. Et vous avant tout. En cas d'urgence, vous pouvez contacter notre assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que votre santé n'attend pas. Une mutuelle qui répond toujours présent, c'est ça une mutuelle qui va bien. Cliquez et vérifiez-le dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre émission santé et bien-être. Au programme dans ce numéro, vous découvrirez le projet Girolift, un fauteuil roulant révolutionnaire qui a remporté le concours Docteur Entrepreneur des rencontres Université Entreprise 2016. Nous parlerons ensuite des enfants intellectuellement précoces, comment les détecter et mieux les suivre en milieu scolaire. Nous reviendrons également sur les rencontres de l'innovation autour du handicap organisées à Vélizy. Et pour terminer, focus sur Anaïs, une petite plaisiroise de 5 ans atteinte de tétraparésie, une forme d'infirmité moteur cérébrale. Mais pour commencer, il est le fruit de la rencontre entre l'association Handipod et le laboratoire des systèmes d'ingénierie de Versailles. Le projet Girolift, porté par le docteur Lambert Trénoras, a remporté le 25 mars dernier le concours Docteur Entrepreneur des rencontres Université Entreprise 2016. Un fauteuil roulant électrique qui permet de se redresser, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sociales, professionnelles et quotidiennes. Reportage. Ouais, par exemple, dans un milieu professionnel, on a accès à des objets qui sont en hauteur. Donc, comme ça, la personne, elle est indépendante. C'est un dispositif de locomotion novateur. D'un côté, un fauteuil roulant verticalisateur, de l'autre, un gyropode du type Segway. L'assemblage de ces deux technologies donne Girolift, un dispositif d'embarquement réduit qui permet de se déplacer et de se verticaliser en même temps. On peut se déplacer aussi bien assis que debout, ça c'est la fonction principale, c'était l'objectif principal. Mais on bénéficie aussi des avantages du gyropode, c'est-à-dire qu'on contrôle de manière intuitive, on se penche en avant pour avancer, on se penche en arrière pour reculer. Entrer dans un ascenseur ou passer par des portes classiques, grâce à sa taille réduite, ce fauteuil offre des capacités de déplacement et de franchissement extrêmement larges. Avoir accès à des objets en hauteur, pouvoir être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle. Après, il y a tous les avantages d'être debout, c'est tous les avantages physiologiques, donc circulation du sang, réduction des escarres, consolidation des os. Le déplacement du fauteuil se fait grâce à une petite télécommande ou bien via son smartphone grâce à une application dédiée. Plus d'une année de travail a été nécessaire pour la réalisation de ce premier prototype. Un travail récompensé puisque Girolift a reçu les prix du jury et du public lors du concours Docteur Entrepreneur des rencontres Université Entreprise 2016. On a, d'un point de vue entrepreneurial, le jury qui valorise le business plan et le projet en tant qu'entrepreneuriat, et le public. Pour le projet, là, c'est vraiment plus, je dirais, physique, plus charnel de dire ah ouais, c'est quelque chose qui est important pour ces personnes-là ou pour des usagers. Et donc ça permet de mettre en avant le projet et l'entrepreneuriat. Prochain objectif pour le docteur Trénoras, la commercialisation de son produit vers la fin de l'année 2017 pour un prix d'environ 9 000 €. L'enfant intellectuellement précoce fait dans le champ intellectuel ses acquisitions différemment et plus rapidement que les autres enfants. Un grand nombre de ces enfants poursuit une scolarité sans aucune difficulté. En revanche, d'autres ont besoin de bénéficier d'adaptations scolaires. Apporter ces réponses au personnel de l'éducation nationale, c'était l'objet de la conférence de la psychologue Jeanne Siofachin le 30 mars dernier à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Empathique ou égoïste, suradapté ou inadapté, bien que paradoxaux, ces exemples sont des caractéristiques représentatives du fonctionnement de l'élève intellectuellement précoce. Une attitude souvent déconcertante pour les professeurs confrontés à ces enfants. Le 30 mars dernier, la spécialiste Jeanne Siofachin donnait une conférence à destination des personnels de l'éducation des Yvelines. Certains enfants qui vont être catalogués d'enfants turbulents,
ou d'enfants avec un trouble de l'attention. Alors qu'en fait, ces enfants, ils ont besoin qu'on les regarde avec une autre grille de lecture. En fait, donc moi, ma mission que j'ai acceptée, c'est de proposer une grille de lecture pour que, enfin, les enseignants puissent ressentir presque plus dans leur cœur qui sont ces enfants, plutôt que de les penser avec des idées préconçues comme ils peuvent l'avoir dans la tête. Favoriser sa prise de position si l'élève est trop effacé ou lui proposer un contrat s'il est insolent. Des clés détaillées pour agir avec chaque élève sont données par l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. Répondre à leurs besoins, mais aussi savoir les détecter en créant des cellules dédiées au sein de certains établissements. Nous avons des psychologues scolaires également qui sont à même de faire des observations dans les classes, de recueillir des informations de leurs collègues et de faire en sorte que le repérage soit fait. Nous essayons au niveau départemental, à partir d'un groupe de travail départemental, de faire en sorte que l'ensemble du territoire yvelinois soit maillé et qu'on ait des correspondants sur tout le territoire qui sont à même d'une part d'accompagner les enseignants, mais aussi d'apporter aux parents une première réponse. Une cellule fonctionne déjà à Rambouillet alors qu'une seconde est en train de se mettre en place à Saint-Quentin en Yvelines pour une couverture totale de tout le bassin d'éducation yvelinois d'ici la fin de l'année. Vendredi 7 avril, l'IUT de Vélizy a accueilli la 2e édition du colloque En diversité. Organisé par l'Université de Paris-Saclay, l'événement a rassemblé une vingtaine d'ingénieurs venus présenter leurs projets d'innovation autour du handicap, un secteur économique trop peu représenté selon ces entrepreneurs. Un reportage de Camille Lambert. Depuis 3 ans, Marie-Claire a un handicap, mais il ne se voit pas. À la suite d'un traumatisme crânien, elle a dû réapprendre les gestes du quotidien. Aujourd'hui, elle a fait le déplacement au colloque En diversité à l'IUT de Vélizy pour tester BCAP, un logiciel permettant d'analyser sa conduite automobile. C'est amusant à tester sur des machines et ça change des évaluations en véhicule réel. Et ça a l'air... ces tests ont confirmé que je pouvais conduire très bien comme n'importe qui, même en étant handicapé invisible, donc c'est réconfortant. Selon l'INSEE, sur les 12 millions de Français handicapés, 80% ont un handicap invisible comme Marie-Claire. Organisé par l'Université Paris-Saclay, cet événement avait pour but de montrer le handicap comme vecteur d'innovation technologique. Prendre en compte le handicap en amont permet de faire des produits beaucoup plus innovants et bien plus intéressants pour tous. On a tous, un jour ou l'autre, besoin d'une assistante, donc autant y penser en amont. Alors essentiellement, ça s'adresse aux chercheurs, aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont envie de développer des projets qui permettent d'avoir une société ouverte à tous. C'est s'ouvrir à un marché extrêmement grand dans lequel tout le monde peut se retrouver et où donc il y a effectivement des potentiels à créer. Application pour personnes malvoyantes ou simulateur de fauteuil roulant, une vingtaine d'ingénieurs ont présenté leur projet avec démonstration. Ce logiciel, on peut l'utiliser dans plusieurs optiques. D'abord dans une optique de sensibilisation, ensuite dans une optique d'apprentissage pour les personnes qui sont récemment handicapées, puis tout simplement pour les architectes, pour pouvoir vérifier l'accessibilité de certains lieux publics en fauteuil roulant. La majorité des projets présentés sont encore en phase de test avant leur entrée sur le marché. En 2015, l'INSEE estimait que 50% des Français sont ou seront confrontés au handicap pour eux-mêmes ou pour un de leurs proches. Anaïs, une petite plaisiroise de 5 ans, est atteinte de tétraparésie, une forme d'infirmité moteur cérébrale qui la rend handicapée des 4 membres, un handicap qui a bouleversé sa famille et qui tente de donner à leur enfant un maximum de chances d'accéder à son autonomie. En plus d'être suivie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, la petite fille pratique plusieurs méthodes de rééducation dites alternatives, un engagement coûteux qui a poussé ses parents à créer l'association Anaïs du rêve à l'espoir pour aider au financement de tous ses soins. Et qui y avait d'autres encore dans ta classe? Tout le monde était là? Alexandre? Il n'est pas marqué Alexandre? Ah, il faudra qu'on le rajoute alors. Anaïs a 5 ans. À sa naissance, un manque d'oxygène a créé des lésions cérébrales conduisant à une tétraparésie, une forme d'infirmité moteur cérébrale. La petite fille est suivie par plusieurs praticiens à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Aujourd'hui, après l'école, elle a rendez-vous avec Laetitia, son ergothérapeute qui la suit depuis 3 ans. C'est une petite fille qui présente de grosses difficultés motrices, de grosses difficultés de coordination motrice sur l'ensemble du corps, y compris sur la sphère bucco-faciale.
Une des priorités aussi chez cette petite, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir communiquer avec son entourage. L'objectif de ces séances d'ergothérapie, rendre autonome et indépendante la petite fille dans les activités de la vie quotidienne. Jeudi 7 mars. Avril ? Jeudi 7 avril ? C'est ça. Jeudi 7 avril. Pour ces séances, Anaïs utilise une synthèse vocale, une tablette qui permet à l'enfant de communiquer et d'avoir de vraies conversations. En fait, c'est des combinaisons de pictogrammes qui vont nous permettre d'aller dans différents registres. On va pouvoir conjuguer tous les verbes à cet endroit-là. Toute la ligne du haut, ça va être des catégories. Les habits, les animaux, la nourriture. Voilà. On va avoir tous les petits mots de liaison qui vont être en vert. Et c'est le fait d'apprendre toutes les combinaisons des pictogrammes qui va pouvoir permettre une conversation après fonctionnelle avec des mots de liaison. On peut enregistrer des phrases, on peut faire plein de choses et on peut tout dire surtout. Un appareil qui coûte plus de 8 000 € mais indispensable à la petite fille pour lui permettre de mieux communiquer. En marge de l'école, Anaïs suit des séances d'orthophonie, kinésithérapie et ergothérapie ainsi que divers soins à l'hôpital, des semaines très lourdes pour une petite fille pleine de vie. On y va ? Allez, c'est parti, cocotte. Après avoir passé sa journée entre l'école et l'hôpital, Anaïs rentre chez elle, mais sa journée n'est pas terminée. Soucieux du développement de leur fille, les parents sont allés chercher plus loin que ce que pouvait proposer la médecine française, des méthodes dites alternatives, souvent non reconnues par la France. C'est beaucoup d'investissement parce que du coup, il faut rééduquer donc, aussi bien la marche que la parole que les bras. Et du coup, au quotidien, il faut la stimuler, la solliciter, même si elle est très volontaire et qu'elle a très envie de progresser. Ces thérapies, c'est à l'étranger que les parents sont allés les chercher. Méthode Essentis, biofeedback ou encore la méthode MEDEC à laquelle Anaïs s'exerce tous les soirs. Donc on redescend doucement, on plie les jambes, mets les mains devant, je te tiens. Les mains devant. Des exercices qui exposent l'enfant à la gravité dans l'objectif d'obtenir une réponse active. Elle fait des exercices, en fait, par exemple, en montant sur des boîtes en bois, où on la met en situation de déséquilibre pour qu'elle puisse appréhender et retrouver son équilibre. Et ça lui permet comme ça de garder une posture bien plus droite. Une méthode très physique mais chronophage pour les parents. Anaïs réalise tous les soirs des séances d'une demi-heure environ, mais qui, selon eux, portent leurs fruits. On a vu qu'elle faisait énormément de progrès, notamment sur la marche, parce que là, au mois de décembre, elle a pu faire ses premiers pas toute seule. Et on essaie de la stimuler au quotidien pour qu'elle puisse continuer à avancer. Une partie de ces thérapies se fait à l'étranger, notamment en Espagne. Des déplacements très coûteux qui ont nécessité la création d'une association pour aider au financement de ces soins, mais aussi pour le matériel trop peu remboursé par les assurances sociales. Anaïs, une petite fille extrêmement soutenue par ses parents qui mettent toutes les chances de son côté pour améliorer son état physique avec l'espoir de la voir peut-être un jour marcher et parler comme tout le monde. Anaïs, il t'appelle Anaïs. Si vous souhaitez aider Anaïs, rendez-vous sur le site internet de l'association Anaïs du rêve à l'espoir qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'était le dernier numéro du magazine Check-up de la saison. Je tiens à remercier Patrick Jacques de Dixmude qui a opéré sur tous les plateaux de l'émission durant toute l'année, mais surtout un grand merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis.